L'histoire qui nous réunit aujourd'hui nous emmène en Angleterre à la fin du XIXe siècle. En cette époque tumultueuse, empreinte de nombreux changements sociétaux, on y fait la rencontre de Percy Lefroy Mapleton. Né le 23 février 1860, on ne connaît pas grand-chose de lui au moment de cette affaire, à l'exception de son lieu de résidence, Croydon, une ville de la banlieue sud de Londres, et de son métier, journaliste. Croydon est une petite ville où il fait plutôt bon vivre en cette époque victorienne. Connue pour sa source d'eau saline naturelle que l'on disait bien plus pure que celle des stations thermales chics de Bath ou Wells, elle est une destination de choix pour les loisirs. Jardins, courses hippiques, fêtes et galas attirent un public nombreux et prestigieux, dont la reine Victoria elle-même. Cette petite cité thermale est également une artère importante du transport ferroviaire, et c'est bien ça qui nous intéresse ici, car justement c'est le moyen de transport de prédilection de Percy Mapleton. Je vous l'annonce dès maintenant, ce dernier sera surnommé après cette affaire le meurtrier du chemin de fer. Vous savez donc à quoi vous attendre. Le 27 juin 1881, Isaac Gold, un retraité de 64 ans, monte dans le train de 14 heures à la gare de London Bridge pour rentrer chez lui à Brighton. Il s'assoit dans le compartiment fumeur de première classe et sera bientôt rejoint par un jeune homme qui n'est autre que, vous l'avez deviné, Percy Mapleton. Peu de temps après, alors que le train avance à vive allure, les passagers de la voiture entendent des coups de feu. Mais visiblement, et c'est plutôt surprenant, personne ne semble y prêter réellement attention, pour le moment. Peut-être à cause du bruit du train en marche, qui sait. Une fois arrivé à la gare de Preston Park à Brighton, Richard Gibson, un contrôleur, remarque un homme à l'air désespéré qui sort en titubant d'un wagon de première classe. Débraillé, il n'a ni chapeau ni cravate, son faux col a également disparu et ses vêtements sont tachés de sang. Il est en piteux état. Mais le contrôleur remarque vite un détail très étrange sur le personnage. Une chaîne de montre à gousset dépasse de sa botte. C'est assez peu commun pour être souligné, sa place étant plus habituelle sur un veston. L'homme affirmera qu'il l'avait mise là afin d'éviter de se la faire voler. Et cet homme, c'est Percy Mapleton. S'approchant de lui pour lui venir en aide, le contrôleur fait face à quelqu'un de paniqué qui lui explique qu'il s'est fait agresser lorsque le train est entré dans le tunnel de Merstham. 2 hommes étaient avec lui dans le compartiment et il l'aurait assommé. Il ne se souvient de rien d'autre. Lorsqu'il est revenu à lui, ses assaillants avaient disparu. Et cela semble vrai puisque personne d'autre n'a été vu en train de sortir de cette voiture. L'étrange homme couvert de sang était seul à l'intérieur, à l'arrivée du train en tout cas. Et Isaac Gold, notre retraité à destination de Brighton ? Vous vous en doutez déjà très certainement, il n'est jamais arrivé à destination. Aucune trace de lui pour le moment. Le contrôleur emmène Percy voir le chef de gare afin qu'il lui explique ce qui s'est passé. Recommence alors exactement le même récit. Celui d'un voyageur assommé et détroussé et sur lequel on a tiré qui plus est. Alors que Percy est conduit devant le commissariat de police local, le chef de gare avertit la brigade ferroviaire. L'histoire semble tenir la route, mais la police n'est pas convaincue. Pour eux, il a tout l'air d'être un homme ayant tenté de se suicider. Qu'est-ce qui a bien pu leur donner cette brillante intuition policière ? Il faut savoir qu'en 1881, au Royaume-Uni, la tentative de suicide est un crime et le coupable risque la prison. Dans ces conditions, c'est vrai que le suicide aurait été bien pratique, pas besoin de chercher le coupable, il est juste devant nous, affaire classée. Mais ça ne reste qu'une hypothèse. En attendant, Mapleton est conduit à l'hôpital pour faire soigner ses blessures qui s'avèrent après examen n'être que très superficielles. C'est plutôt étrange et peu crédible en comparaison de la quantité de sang présente sur ses vêtements. Mais si ce n'est pas celui de Percy Mapleton, à qui appartient donc tout ce sang ? Soupçonnant quelque chose, les médecins veulent le faire arrêter, mais la présumée victime insiste lourdement pour retourner à Londres car il a soi-disant un rendez-vous important et quitte l'hôpital. Encore une incohérence manifeste dans son récit. S'il a un rendez-vous si important à Londres, que faisait-il dans ce train en direction de Brighton ?
Difficile de le croire, mais l'excuse passe et il arrive à se tirer d'affaire et à fausser compagnie au médecin. Il en profite pour faire quelques emplettes de première nécessité avant de retourner au commissariat de police. Avec cette fois une cravate et un col. Bien sûr, quel gentleman qui se respecte un minimum oserait se présenter à la police sans col ni cravate? Mapleton ne démord pas de sa version des faits et veut absolument que justice soit faite. Il décide même de porter plainte contre X. Dans un surjeu des plus extravagants, démontrant manifestement une tentative de rendre son récit encore plus crédible, il va jusqu'à proposer une récompense pour la capture de ses assaillants. Dans le même temps, la police ferroviaire de Brighton examine le wagon dans lequel se trouvait Mapleton et où il affirme avoir été agressé. Les enquêteurs se retrouvent face à des traces de lutte évidentes. 3 impacts de balles, du sang un peu partout dans le compartiment, et y trouveront également un mouchoir taché, un journal et des pièces anciennes. Pour le moment, tout semble aller dans le sens du récit de Percy Mapleton. Et quand on parle du loup, il est de retour à la gare de Brighton. La police ferroviaire en profite pour l'emmener dans leur bureau afin de lui poser quelques questions. Ils procéderont également à une fouille de la présumée victime, parce qu'on ne sait jamais. Et là, ils mettent la main sur des pièces anciennes similaires à celles trouvées dans le train. Percy prétend ne rien savoir de ces pièces et il clame haut et fort qu'il ne sait pas d'où elles viennent. Oui, bien sûr, c'est sûrement ses agresseurs qui les ont mises dans ses poches. La police ne voit donc pas l'intérêt d'arrêter ce gringalet, même s'il a l'air suspect, et qu'il y a un peu trop d'incohérence dans ce qu'il raconte. Le fait est qu'ils n'ont aucune preuve contre lui, et qu'à la vue du personnage, il est assez difficile de l'imaginer en train de tuer quelqu'un. Tant mieux pour lui, puisqu'il arrive encore une fois à se tirer d'affaire et obtient l'autorisation de rentrer chez lui, accompagné par le sergent George Holmes. À cette époque, il faut savoir que certaines compagnies ferroviaires complétaient leurs effectifs de police par des agents de la police métropolitaine détachés par Scotland Yard, et Holmes était l'un d'entre eux. L'histoire pourrait s'arrêter là, mais non. Les blessures de Mapleton étant superficielles, une question reste en suspens. À qui appartient tout le sang retrouvé dans le wagon? Et c'est pour trouver une réponse que la police décide d'orienter ses recherches le long de la voie empruntée par le train. Il ne faudra pas bien longtemps pour que les cheminots en charge de l'inspection fassent une macabre découverte au niveau du tunnel de Balcombe. Le corps sans vie d'un homme d'une 60aine d'années est retrouvé sur la voie. Blessé par balle et poignardé, un couteau maculé de sang se trouvait non loin de lui. Plus tard, l'identification du corps par un témoin mettra en lumière qu'en plus de ça, sa montre en or ainsi qu'une forte somme d'argent lui avait été dérobée. Mais ce qui intéresse particulièrement les policiers ici, ce n'est pas l'absence de quelque chose, c'est tout le contraire. Au fond des poches de la victime, ils mettent la main sur des pièces anciennes. Les mêmes que celles retrouvées sur le lieu du crime et dans les poches de Mapleton. Vous l'aurez bien entendu deviner ici, la victime n'est autre qu'Isaac Gold, le retraité qui était présent dans le train dans le même compartiment que Percy Lefroy Mapleton au début de cette histoire. Après la découverte du cadavre, le chef de gare de Balcombe s'empresse d'envoyer par télégramme à la police le message suivant. Un homme a été trouvé mort ici dans le tunnel, nom sur ses papiers E. Gold. Merci de répondre rapidement. Mapleton prend alors du galon dans les priorités de la police et passe de victime un peu louche à suspect principal. La nouvelle de la découverte du corps se répand sur toute la ligne et c'est à Three Bridges que Holmes reçoit l'information transmise par le chef de gare de Brighton par télégramme. Il ne faut absolument pas qu'il quitte le suspect des yeux. Prétextant vouloir changer de vêtements, car ils sont toujours maculés de sang après tout, Percy persuade Holmes de l'accompagner à Wellington, à l'adresse d'une pension de famille tenue par un de ses cousins. Arrivé à la maison vers 21h30, Holmes accepte d'attendre Percy dehors. Grave erreur, puisque le policier attendra longtemps, vu que le suspect avait tout prévu. Il s'échappe par la porte de derrière et disparaît. Le sergent Holmes fera d'ailleurs face à de nombreuses critiques suite à sa négligence dans cette affaire. Pas étonnant vu l'erreur de bleu qu'il avait commis. Scotland Yard devra même publier un communiqué officiel par la suite qui dit que le sergent Holmes était officier de la police métropolitaine pendant 11 ans, mais que maintenant il travaillait uniquement pour la compagnie ferroviaire. En clair, c'est pas de notre faute, les agents incompétents sont au chemin de fer. Un splendide, c'est pas moi, c'est lui. Il est maintenant temps de tout mettre en œuvre pour retrouver Percy Lefroy Mapleton, et ce sera le département de recherche criminelle de la police métropolitaine de Londres qui s'en chargera. Pour l'anecdote, c'est ce service qui sera en charge de rechercher Jack l'Éventreur quelques années plus tard.
À la tête du service, le colonel Sir Charles Edward Howard Vincent. Celui-ci aura la plus brillante des idées pour retrouver le meurtrier d'Isaac Gold. Faire appel à la presse. L'idée pourrait sembler banale, mais il se trouve que c'est la première fois dans l'histoire qu'un portrait robot est diffusé dans la presse ainsi que sur des affiches. Les Wanted Posters existaient déjà depuis un certain temps. On ne sait d'ailleurs pas vraiment qui les a inventés, mais ils sont surtout liés à l'univers du Far West, où il était très courant de voir un prix pour la capture d'un hors-la-loi à la fin du XIXe siècle. En effet, les hors-la-loi, comme le terme l'indique, ont enfreint celle-ci et ne sont plus sous la protection des lois de leur pays. Et par conséquent, une fois arrivé sous l'étiquette de ce statut particulier, n'importe quel citoyen est en mesure d'appréhender la personne recherchée et de réclamer la récompense promise par les autorités. Ce n'est pas la première, mais une des plus célèbres de ces affiches est celle qui offre une récompense pour la capture de John Wilkes Booth, l'assassin du président Abraham Lincoln en 1865, avec une photo de lui et de ses complices dessus. Mais si celui-ci en présente plusieurs, beaucoup d'avis de recherche ne comportaient pas d'image du tout. Pour revenir à Percy Mapleton, la nouveauté dans cette affaire, c'est que le Daily Telegraph diffusera dans tout le pays un portrait robot, dessiné par un artiste, avec l'aide d'une des connaissances du suspect. Accompagnant ce portrait, une description des plus précises de l'homme. Âgé d'environ 22 ans, de taille moyenne, très maigre, son apparence est maladive. Il a des égratignures à la gorge et des blessures à la tête. Il est probablement rasé de près, porte un chapeau en feutre et un manteau noir. Ses dents sont très décolorées. Il a les épaules très rondes et son mince par-dessus forme des plis gênants sur sa silhouette élancée. Son front et son menton sont fuyants, il porte une fine moustache et de très petits favoris foncés. Ses mâchoires sont proéminentes, ses joues creuses et jaunâtres, et ses dents sont complètement exposées lorsqu'il rit. Sa lèvre supérieure est fine et rentrée, ses yeux sont gris et grands. Sa démarche est singulière, il a tendance à se voûter, et lorsqu'il ne porte pas de sac, sa main gauche est généralement dans sa poche. Il a souvent une béquille avec lui. Cette description est impressionnante de précision. Il faut savoir qu'à cette époque, la photo n'était pas encore démocratisée, et les gens étaient globalement très doués pour faire des descriptions orales vraiment très précises. Lorsqu'on compare le dessin avec la véritable photo de Mapleton, il faut avouer que la ressemblance est vraiment frappante. L'avis de recherche suscita l'intérêt du public, et ce qui devait arriver quand on fait massivement appel au public arriva. Plusieurs suspects furent appréhendés par erreur à travers le pays. Heureusement pour eux, ils seront rapidement relâchés. Leur seul tard étant de ressembler à un portrait robot. Pendant ce temps, la police continue son enquête et une autopsie est pratiquée sur le corps d'Isaac Gold. C'est Wynne Edwin Baxter qui est chargé de l'enquête sur les causes de sa mort. Avocat, traducteur, botaniste et antiquaire, il est surtout coroner, et s'il est pour l'instant inconnu, il entrera à la postérité quelques années plus tard, puisque c'est lui qui enquêtera sur les victimes de Jack l'Éventreur, ainsi que sur la recherche des causes de la mort de Joseph Merrick, dit Elephant Man. Concernant l'autopsie de notre malheureux retraité, rien de bien extraordinaire à signaler que la police n'ait pas déjà pu déduire avec les éléments en sa possession. Pour elle, Mapleton est bel et bien coupable de meurtre et les recherches se poursuivent. C'est le 8 juillet 1881, après une cavale de seulement 10 jours, qu'il sera retrouvé dans une maison au 32 Smith Street à Stepney. Il louait l'appartement sous le faux nom de Park, et pour être sûr de ne pas être vu, il gardait constamment ses volets fermés et ne sortait que la nuit. S'il prenait des précautions pour ne pas se faire prendre, c'est à cause d'un simple et peut-être stupide télégramme qu'il sera attrapé. En effet, il avait contacté son employeur pour réclamer son salaire et, afin de recevoir son dû, il avait mis en place une redirection de courrier vers sa planque. Pas très malin de sa part. Lorsque la police vient le cueillir, il retrouve ses vêtements toujours tachés du sang d'Isaac Gold. Et grâce aux journaux, il a également pu être identifié comme l'homme ayant récemment mis en gage un revolver et des pièces anciennes. Lors de son arrestation, Percy Mapleton arguera qu'il n'est pas obligé de dire quoi que ce soit et que dans cette situation, ce sera mieux pour lui de ne pas répondre. Vu la clarté des preuves, qu'il dise quelque chose ou non ne change pas grand-chose de toute façon. Quand le policier ayant consigné ses propos lui lit la déclaration, il ajoutera juste qu'il précise ne pas être coupable. On sait jamais, ça pourrait faire pencher la balance en sa faveur. Son procès s'ouvre aux assises de Maidstone en novembre 1881,
face au Lord Chief Justice Coleridge. Les témoins se succèdent à la barre. Le sergent Holmes, l'employé de la gare qui lui a vendu le ticket de train, le contrôleur Richard Gibson qui l'avait vu descendre du wagon, un cheminot et aussi une femme qui avait vu 2 hommes se battre violemment à bord du train lorsque celui-ci était passé devant chez elle. Lorsqu'il a commis ce crime, Mapleton était désespérément à court d'argent et s'était rendu à la gare de London Bridge dans le but de détrousser un passager. Idéalement, il envisageait de s'en prendre à une femme, cible facile qu'il pourra tout simplement menacer et voler sans trop de peine. Mais le destin en décidera autrement. Il tombera sur Isaac Gold, homme âgé mais courageux qui s'est battu et a résisté même si l'issue lui en a été fatale. Pendant le procès, Mapleton avait l'air plus préoccupé par son apparence physique que par les faits qui lui étaient reprochés. Il avait en effet demandé à être autorisé à porter une tenue de soirée et son plus beau chapeau en soie, en pensant que ça impressionnerait le jury. D'ailleurs, lorsqu'il est assis dans le box des accusés, il remarque qu'un artiste était en train de le dessiner et adopte une pose adéquate afin de paraître sous son meilleur jour pour la publication du journal illustré. Sa tenue élégante ou ses tentatives d'impressionner ne font aucun effet sur le jury, et après seulement 10 minutes de délibération, Mapleton est déclaré coupable de meurtre et sera condamné à mort. En attendant son exécution, il confessera un autre meurtre, celui du lieutenant Percy Robert, un militaire abattu dans sa chambre dans les Brompton Barracks, mais il retirera cet aveu un peu plus tard. On ne sait pas du tout quelle est la raison de cet aveu de crime puis ce retour en arrière. L'emprisonnement, la perspective de sa fin prochaine. Les méandres de l'esprit humain sont parfois des plus durs à appréhender. Percy Lefroy Mapleton sera pendu le 29 novembre 1881 à la prison de Lewes par le bourreau William Marwood, connu pour être un bourreau humaniste. Enfin, autant que son métier lui permettait de l'être. C'est lui qui est à l'origine de la méthode de la longue chute qui permet de briser le cou du condamné au lieu de l'étrangler et de prolonger son agonie. Et cette méthode était à l'époque considérée comme plus humaine. En 1886, seulement 5 ans après sa mort, Percy Lefroy Mapleton aura droit à sa figurine de cire dans la chambre des horreurs de Madame Tussaud, aux côtés de Burke et Hare, dont je vous ai déjà raconté l'histoire lors de notre virée nocturne au cimetière, si vous vous rappelez. L'affaire du meurtre du chemin de fer de Brighton a enflammé la presse britannique pendant plusieurs semaines et les fonctionnaires de la police ferroviaire furent très largement moqués par le public pour leur inefficacité sur ce dossier. Si eux-mêmes et la réputation de leur service en ont quand même un peu souffert, qu'ils se rassurent, il s'écoulera tout de même 16 ans avant qu'un autre meurtre n'ait lieu sur cette ligne. On ne sait jamais à côté de qui on peut se retrouver quand on monte dans un train. Un pauvre type fauché prêt à tout pour arrondir ses fins de mois, quitte à vous tuer, à moins que le manque d'argent ne vous pousse à endosser ce rôle. Car n'oubliez pas, la seule chose plus terrifiante que la fiction est la réalité.